Bonjour, dans cette vidéo, on s'intéresse à l'algorithme du simplex et spécialement à la phase 2 de ce dernier. La méthode du simplex est une méthode itérative qui permet de trouver la solution d'un programme linéaire, s'il existe bien sûr, de façon ordonnée et précise. Elle nécessite que notre programme soit sous forme standard. Cependant, on a déjà vu que n'importe quel problème linéaire peut être mis sous forme standard, donc il n'y a pas de problème. À chaque itération de l'algorithme, on va chercher à améliorer la solution courante afin d'atteindre l'optimum. Si on est en train de minimiser la fonction objectif, on va chercher à trouver celle qui est donc la solution qui va donner le minimum. Et si on est en train de maximiser la fonction objective, on va chercher une solution qui va donner le maximum de notre fonction objectif. Donc, à partir d'une solution de base réalisable courante, on va chercher une autre, si elle existe bien sûr, qui va améliorer notre fonction. La solution optimale va être obtenue si jamais on ne peut plus améliorer la fonction objectif. Cette méthode-là a été mise sur place par George Dantzig en 1947. Elle comporte deux phases. Phase 1, initialisation, et phase 2, progression. Concernant la phase 1, elle permet soit de trouver une solution de base initiale, réalisable bien sûr, ou bien de dire que notre ensemble réalisable est vide. Quant à la phase 2, elle permet de passer d'un sommet réalisable, vers un sommet voisin et qui permet d'augmenter la fonction objectif. Si ce n'est pas possible, alors elle permet de dire que notre fonction n'est pas majorée sur l'ensemble réalisable. Alors, on va supposer que nous avons une solution de base réalisable x bar et que notre matrice A est de rang m. De plus, on suppose que le problème est sous forme standard. À une permutation près, on peut écrire que A égale à AB à H, permutation bien sûr des colonnes. Avec AB est une matrice carrée de taille MM, elle est inversible. Et aussi, à H, une matrice de taille M croix N moins M. La matrice AB, elle est associée aux variables de base. La matrice AH est associée aux variables hors base. On décompose aussi X bar en X bar B, X bar H et C. Le coût les coûts des variables en C bar et CH. Le but est de trouver une solution de base autre que la première, B étoile, et une solution associée à B étoile telle que f de x étoile est supérieur strictement à f de x bar. Ça veut dire quoi? On va chercher une solution x étoile qui soit meilleure que x bar, de notre point de vue. Si on est en train de maximiser, ça va être f de x étoile supérieur strictement à f de x bar, mais si on est en train de minimiser, on devrait chercher f de x étoile, f inférieur strictement à f de x bar. La méthode du simplex, elle consiste à faire rentrer une variable hors base dans la nouvelle base. Cette variable-là, elle est appelée variable entrante ou variable d'entrée. Et à faire sortir à sa place une variable de base, qu'on va appeler variable sortante ou variable de sortie. On écrit la fonction objectif en utilisant les variables de base et les variables hors base. Regardez, ici, f de x égale cette formule. Là, puisque B, non, puisque B égale à AX, on va remplacer A par AB à H et X par XB, XH et on aura le produit AB, XB plus AH, XH. Alors, on va faire passer le AH, XH de l'autre côté vers le B. Ça nous donne B moins AH, XH égale à AB, XB. Cependant, on sait que AB est inversible. Et s'il est inversible, je peux définir la matrice inverse AB-1. Donc, en multipliant par AB-1, je vais trouver XB égale AB-1, le tout multiplié par B moins AH, XH.
De la même manière, puisque ma fonction f de x égale à c transpose x, et puisque c, il est décomposable en cb, ch, et x décomposable en xb, xh, donc j'ai f de x égale à cb transpose xb plus ch transpose xh. En utilisant cette formule-là, on trouve ceci. Et après, en factorisant par xh ici, donc je sais que nous avons CBAB moins 1 fois B, moins CBAB moins 1 fois HXH plus CHXH. Donc, en factorisant par XH, on trouve que f de x égale CB transpose AB moins 1 fois B, plus, entre parenthèses, CH transpose moins CB transpose AB moins 1 fois H fois XH. Or, on sait que x bar est une solution de base réalisable, ce qui implique que x bar b égale à ab moins 1 fois b, et xh bar égale à 0. Et par suite, f de x bar égale à cb transpose ab moins 1 fois b. Alors, en revenant à notre fonction f de x, on voit bien que le terme que nous avons là, c'est exactement f de x bar. Donc, en remplaçant, on trouve f de x égale à f de x bar plus ce terme. Alors, on voit bien que cette quantité-là est importante. On va l'appeler vecteur des coûts réduits. Et on va la noter pi h. Alors, si ce vecteur-là est inférieur ou égal à 0, alors ça veut dire si toutes ces composantes sont négatives. Alors, il n'est pas possible d'augmenter la fonction objective f. Regardons. Si jamais ce terme-là est négatif, et puisque xh est positif, alors le produit va être négatif. Et ce produit-là est exactement égal à f de x moins f de x bar. Alors, s'il est négatif, ça veut dire que f de x moins f de x bar est négatif. Et si f de x moins x bar, f de x bar est négatif, ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à f de x bar. Et ça nous permet de dire qu'on ne peut plus augmenter notre fonction objective et que f de x bar est le maximum. Et ça veut dire aussi que j'ai trouvé ma solution optimale. Ma solution optimale étant x bar elle-même. L'algorithme se termine normalement dans ce cas-là. Maintenant, si jamais l'une des composantes de pH est strictement positive, dans ce cas-là, on a intérêt à faire entrer dans la base celle qui donne le plus grand élément parmi les positives. Alors, celle qui va nous donner le plus grand élément, on va la noter E. Elle n'appartient pas à la base, mais maintenant, on va la faire rentrer en base. C'est pour cela qu'on l'appelle variable entrante. Notons que, dans ce cas-là, E, c'est argmax des PHJ avec PHJ strictement positif. Et ici, PHE, regardez ici l'indice que je trouve ici, c'est le même qui est exactement là. PHE, c'est le maximum sur J des PHJ avec le PHJ supérieur strictement à 0. Et on a trouvé notre variable entrante. Puisqu'on a trouvé notre variable entrante dans le cadre de maximisation, alors comment faire pour la trouver dans le cadre de la minimisation? La seule différence, c'est qu'au lieu de chercher le maximum ici parmi les pH qui sont strictement positifs, on va chercher le minimum parmi les pH qui sont strictement négatifs. Regardez. Donc, si je suis en train de minimiser, alors ma variable d'entrée va correspondre au minimum des pH J et pour les pH J strictement négatifs. Alors, revenons à nos moutons. Donc ici, si jamais j'ai déjà trouvé ma variable d'entrée, E, alors je vais essayer de trouver ma variable de sortie. Comment la trouver? Ma variable de sortie, je vais l'appeler XS. Alors, je vais essayer de garder, de garder à X égale à B. Alors, on va augmenter le XE au fur et à mesure jusqu'à annuler l'une des autres variables. Donc, le XE étant nul, on va essayer de l'augmenter. Mais en l'augmentant, une des variables de base qui était strictement positive va diminuer. Donc, celle qui va atteindre le 0, la première, c'est elle qui est ma variable de sortie. Regardons, AX égale à B,
est exactement égal à ABXB plus AEXE égale à B. Ici, on a gardé ce terme-là du fait que XE est strictement positif. Regardez, on augmente XE jusqu'à annuler une des variables de base. AE étant la EIème colonne de A. Alors, l'équivalence, l'équation AX égale à B va être équivalente à XB égale à AB moins 1, le tout multiplié par B moins AEXE. Alors, du fait que XB bar égale à AB moins 1 fois B, alors notre système AX égale à B va être équivalent à XB égale XB bar moins AB moins 1 fois AEXE. On voit bien que ce terme-là est important et on va le noter sigma. Ce sigma-là, il appartient à Rm, ça veut dire qu'il a m composantes. C'est un vecteur. Alors, avec ce sigma-là, on peut écrire AX égale à B sous la forme XB, donc c'est équivalent à XB égale à X bar B moins sigma XE. Alors, n'oublions pas que sigma est un vecteur. Alors, si jamais tous les éléments, toutes les composantes de sigma sont négatives, alors qu'est-ce que ça va impliquer? Si sigma est négatif, et puisque XE est positif, ça donne que ce produit-là est négatif. Avec le signe moins, ça donne positif. Or, XB bar est aussi positif. Donc, la somme en totalité est positive. Ça veut dire que XB est toujours positif. C'est ce que j'ai écrit ici. On peut augmenter XE autant que l'on veut. On aura toujours la positivité de la variable de X bar, de base XB. Dans ce cas-là, la fonction objective n'est pas majorée sur l'ensemble réalisable. Et ça, c'est le cas dont j'ai parlé tout à l'heure. Le maximum de f vaut entre parenthèses plus l'infini et notre algorithme va s'arrêter là. Maintenant, si je peux trouver une composante qui est strictement positive, ça peut être une, mais ça peut être plusieurs. On peut trouver plusieurs. D'accord? Alors, si c'est une seule, donc j'ai déjà ma solution de ma variable de sortie, donc elle correspond à ce sigma i, bien sûr, à ce sigma s. Mais si jamais il y en a plusieurs, comment les départager? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une certaine fraction, on va chercher à calculer cette fraction-là et après à chercher le minimum de ces fractions. Alors, le xb bar i, ça correspond au b et le sigma i, ça correspond à la colonne associée à ma variable d'entrée. Alors, si je vais prendre x bar bi sur sigma i pour tous les sigma i strictement positifs. Pas pour tous, seulement pour les strictement positifs. Si jamais j'ai un sigma i qui est égal à 0 ou inférieur ou égal à 0, je ne le prends pas en considération. Regardons. La variable de sortie, donc l'indice S égale min sur I, X bar BI sur sigma, avec les sigmas strictement positifs. Je le répète, strictement positifs. Dans ce cas-là, ma variable XS va être nulle. Pourquoi? Parce que elle est devenue variable hors base. Et X bar et XB, c'est positif. Notons que la valeur de la variable entrante est donnée par XE égale le minimum, X bar I, sigma I avec sigma I strictement positif. Comment? L'élément qui donne, donc on a essayé de chercher le minimum de ces fractions. On a dit que le minimum, on l'a trouvé et que ça correspond à un certain S. Ce minimum-là, c'est exactement la valeur de la variable d'entrée. Alors, en résumant la méthode du simplex, on a l'étape 1, c'est avoir A sous forme AB à H, avec AB inversible, bien sûr, et d'ordre M. On va calculer les variables de base réalisables et les coûts réduits. Les variables de base sont données par cette formule-là, ils sont tous positifs, et les coûts réduits sont donnés par la formule que vous avez devant vous. Alors maintenant, si les pH sont tous négatifs, on a une solution de base optimale et l'algorithme s'arrête. Sinon, on peut avoir une variable d'entrée. Si en moins une est strictement positive, alors on a une variable d'entrée qui correspond au maximum des pHj. On va la noter E. Alors, maintenant, on va essayer de chercher est-ce qu'il y a une variable de sortie ou non.
Si on ne trouve pas une variable sortie, et ça, dans le cas où la colonne associée à la variable d'entrée, la colonne de la matrice associée à la variable d'entrée, contient seulement des éléments qui sont inférieurs ou égaux à 0, des éléments négatifs. Dans ce cas-là, on dit que notre problème, notre fonction n'est pas majorée sur l'ensemble réalisable. Mais cependant, si jamais la colonne associée à la variable d'entrée contient au moins un élément qui est strictement positif, dans ce cas-là, on peut trouver une variable de sortie. Cette variable de sortie va correspondre au minimum de la fraction que vous avez là. C'est l'élément B divisé par le sigma i, l'élément B de chaque tableau, bien sûr, x bar bi sur sigma, avec les sigma i strictement positifs. On ne cherche pas à diviser par les éléments qui sont nuls ou les éléments inférieurs strictement à 0. On divise seulement sur les éléments qui sont supérieurs strictement à 0. Comme troisième étape, on a obtenu une nouvelle base et une nouvelle matrice AB tilde et dans laquelle la colonne AE remplace la colonne AS. Donc la colonne de la variable d'entrée remplace le AS. Et aussi, dans ce cas-là, puisque AB tilde est connu, on peut trouver son inverse et faire un retour vers l'étape 1 et refaire une nouvelle itération de l'algorithme du simplex. Les calculs précédents peuvent se simplifier, bien sûr, si jamais mon AB égale l'identité. Dans ce cas-là, si AB est égal à l'identité, AB-1, c'est aussi l'identité. Et ABXB égale à B va se simplifier. Parce que n'importe quelle matrice, si la matrice est l'identité, si je la multiplie par XB, ça donne toujours XB. Donc, je peux trouver XB sans avoir à chercher le AB-1, c'est direct. Et dans ce cas-là, on va chercher tout le temps à travailler, puisque ça va simplifier les calculs. On va essayer de chercher à travailler tout le temps avec une matrice AB qui a l'identité, ce qui s'appelle la forme simpliciale du problème linéaire. D'où la méthode du tableau. La méthode du tableau, elle permet de travailler tout le temps avec une matrice AB égale IM, qui est exactement égale la matrice identité. Donc, dorénavant, on va supposer que A égale à IM, à H, où IM, c'est la matrice identité. Et on sait que X bar B égale à B et X bar H égale à 0. On se souvient, puis H égale cette quantité-là, et elle peut se simplifier en celle-ci. Si jamais AB, c'est l'identité, AB-1, c'est l'identité, et la matrice identité multipliée par n'importe quel vecteur, elle donne le même vecteur directement. Donc, il y a une certaine simplification ici. Rappelons aussi la valeur de E et la valeur de S. Dans ce cas-là, donc le X bar BI est exactement égal à BI. Alors, le sigma I égale à AIE. Alors, le AIE, on prend seulement en considération les éléments qui sont strictement positifs. N'oublions pas que XE, c'est BS sur ASE, on l'a déjà dit. Donc, c'est celui minimum ici pris. Une fois les variables entrantes et sortantes choisies, on doit retrouver un autre système simplifial, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et cet autre système simplifial est retrouvé dès qu'on trouve une autre base réalisable, B tilde. Le B tilde, il est construit à base de B. Donc, c'est B union le E. Donc, je fais rentrer la variable E et j'en fais sortir le S. Donc, le H tilde, je fais rentrer le S dans H et j'en fais sortir le E. Donc, à chaque étape de la méthode du simplex, on va regrouper dans un seul tableau la matrice A, donc toutes les informations, le second membre B, les coûts réduits, les pi, et la valeur courante de la fonction objective. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur courante? C'est f de x courant. Donc le x sur lequel je suis en train, donc la solution de base réalisable courante, je vais chercher sa valeur qui est f de x et ça va donner f courante. On sépare aussi les variables de base des variables hors base. Donc nous obtenons le tableau que nous avons devant nous.
variable de base xb, variable hors base xh, second membre. Vous voyez bien que AB est pris égal à la matrice identité, AH et B. Pour les coûts des variables de base, c'est toujours nul, à ne pas oublier. Les coûts des variables hors base sont donnés ici, on doit les calculer. Et la valeur de ma solution courante. Dans la méthode des tableaux, dès qu'on a la variable d'entrée et la variable de sortie, maintenant, il faut faire les changements au niveau, il faut faire les calculs sur la matrice. Alors, il y a deux choses. Soit je suis en train de calculer la ligne S, la nouvelle ligne S, soit je suis en train de calculer une nouvelle ligne qui est différente de la ligne S de sortie. Alors, si je suis différent de la ligne S de sortie, alors la nouvelle ligne I, ça va être l'ancienne ligne I, moins AIE sur ASE multiplié par la ligne S ici. La ligne S, c'est très important qu'elle soit en deuxième lieu. On ne va pas faire ligne S moins quelque chose. Donc, c'est toujours la ligne I moins AIE sur ASE fois la ligne S. Alors, cependant, le calcul pour la ligne S, il suffit juste de diviser l'ancienne ligne S par ASE et ça vous donne la nouvelle ligne S. Ces transformations, bien sûr, on ne les fait pas seulement sur la matrice A, mais aussi on fait intégrer le B. Tout ce qu'on fait sur la matrice, on le fait sur la ligne, le second membre B et aussi sur la ligne des coûts réduits. Aussi, il ne faut pas oublier de permuter la variable entrante et sortante dans le tableau du simplex, dans le nouveau tableau du simplex. Alors, dernière chose, avant de donner un exemple de tout ce qu'on a vu, quand est-ce que je dis qu'un tableau est admissible? Un tableau TB est admissible si jamais la solution associée est aussi admissible. Et quand est-ce que je dis ça? Si jamais AB moins 1 fois B est positif. Ce que j'ai mis juste ici, on déduit que le tableau TB est admissible si seulement si AB moins 1 fois B est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est une définition assez simple. Exemple. On considère le programme linéaire, maximiser z égale à 50x1 plus 30x2, sujet à trois inégalités ici, trois contraintes d'inégalité, avec x1 positif et x2 positif. Premièrement, on doit mettre le problème sous forme standard. Pour cela, on ajoute des variables d'écart, E1, E2, E3, positifs, et on obtient la forme standard que vous avez devant vous. Alors, on va essayer maintenant de nous donner de dire la solution de base réalisable. Alors, la solution de base réalisable, elle est obtenue en posant x1 et x2 égale à 0. Donc, si je donne x1 et x2 égale à 0, ça me donne E1 égale à 60, E2 égale à 45, E3 égale à 30. Donc, ça, c'est une première solution de base réalisable qui est assez évidente, comme vous pouvez le voir. Les variables hors base étant x1 et x2, et les variables de base sont E1, E2, E3. C'est ce que j'ai mis ici. Variable hors base, c'est x1, x2. Variable de base, E1, E2, E3. Alors, la valeur de la fonction objective, donc f courante, étant égale à 0, du fait que si jamais x1 et x2 c'est nul, ça donne un z égal à 0. Passons maintenant à notre tableau initial. Donc, dans le tableau, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les variables. Il y a le vecteur B, vecteur colonne, et il y a les variables de base qui sont là, et il y a le vecteur des coûts, ici, moins z, et ici, en dernier point, c'est la valeur de la solution courante. OK? Alors, ça correspond à la valeur de la solution, pas exactement la valeur de la solution courante, mais ça correspond à cette valeur-là. On va voir comment. Alors, premièrement, comment rentrer les valeurs que nous avons là? Regardons. À partir de la forme standard, on voit bien que j'ai 3 fois x1 plus 6 fois x2 plus 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois E3 égale à 60. Revoyons. 3 fois x1 plus 6 fois x2 plus 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois E3 égale à 60. Voyons la deuxième ligne. 4 fois x1 plus 3 fois x2 plus 0 fois E1 plus 1 fois E2 plus 0 fois E3 égale à 45. Sur le tableau, 4 fois x1
plus 3 fois x2, plus 0 fois E1, plus 1 fois E2, plus 0 fois E3, égale à 45. La dernière ligne, 3x1 plus x2 plus E3 égale à 30. Ça donne exactement 3x1 plus 1x2, 0E1, 0E2 plus E3 égale à 30. De la même manière, on regarde la fonction objective, 50x1 plus 30x2 plus 0e1 plus 0e2 plus 0e3, ce qui nous permet d'écrire 50x1 plus 30x2 plus 0e1 plus 0e2 plus 0e3. On écrit ici moins z, et ici c'est la valeur de moins z. Donc ici c'est exactement, c'est le 0, on a déjà dit que ça donne 0. Comment on doit lire la dernière ligne que vous avez devant vous? On doit la lire moins z plus 50x1 plus 30x2 plus 0e1 plus 0e2 plus 0e3 égale à 0. C'est ce que j'ai mis là. La dernière ligne doit être lue de cette manière-là. Pour la variable d'entrée, on sait déjà que mon tableau n'est pas optimal. Pourquoi? Parce que parmi les coûts, voici les coûts, parmi les coûts que j'ai ici, les éléments ne sont pas tous négatifs. Il y a des éléments qui sont strictement positifs. Il y en a même deux, 50 et 30. Alors, la variable d'entrée va correspondre à celle qui va nous donner le maximum entre 50 et 30. Le maximum étant 50, donc ma variable d'entrée, c'est x1. Voyons, c'est ce que j'ai mis là. Maximum entre 50 et 30, c'est 50. Donc, la variable d'entrée, xe, c'est x1. Donc, mon e, c'est quoi? Mon e, c'est le 1 ici. Alors, ma variable de sortie, laquelle? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer, voici ma variable d'entrée, je vais considérer la colonne que j'ai là. Et je considère la colonne du B qui est là. Et je vais faire une autre colonne Q. Dans cette colonne-là, je vais diviser le 60 par le 3, le 45 par le 4, le 30 par le 3. Ces divisions-là, je vais donc ces quotients-là, je vais les considérer et je vais chercher le minimum entre ces quotients-là. Le minimum entre ces quotients va me donner la variable de sortie. Alors, voyons ici, le minimum entre 60 sur 3, 45 sur 5, sur 4, 30 sur 3, étant 30 sur 3 égale à 10. Alors, le XS, c'est le E3, parce que c'est la troisième qui donne le minimum. Regardons, c'est la troisième qui donne le minimum, donc la variable de sortie, c'est exactement le E3. C'est le E3. Aussi, là, puisque la variable d'entrée, c'est x1, et il va avoir exactement la valeur 10 qui a perdu. Donc, la valeur 10 a permis de trouver la variable de sortie, et c'est elle-même la valeur de la variable d'entrée. Sur le tableau, donc pour que ça soit plus clair pour vous et que ça soit très facile à calculer, on ajoute une colonne ici, colonne Q, qui est une colonne de fraction ou de quotient. Donc ici 60 sur 3, 45 sur 4, 30 sur 3. On voit bien que celle-ci, c'est la plus petite des trois. Donc ça veut dire que la variable de sortie, c'est E3. Donc variable d'entrée, c'est X1. Variable de sortie, c'est E3. Intersection entre les deux, ça donne cet élément-là, cette case-là. Cette case-là, c'est le pivot. Alors, la variable d'entrée étant trouvée, la variable de sortie étant trouvée, maintenant, il faut il faut trouver le deuxième tableau associé à l'algorithme du simplex. Ça veut dire, maintenant, pour la ligne du pivot, la ligne S, la ligne S qu'on a dit tout à l'heure, la ligne du pivot, on va diviser cette ligne-là, jusqu'ici, par l'élément 3. Donc, on va diviser toute la ligne par 3. En divisant toute la ligne par 3, ça nous donne ceci. Regardons. D'accord? Si je divise ici par 3, ça donne 1. Ça donne ici 1 sur 3, 0, 0, 1 sur 3 et 10. Il ne faut pas utiliser ça maintenant. Ça, c'est juste une étape intermédiaire. D'accord? Mon tableau, il est là. Alors, en divisant par 3, on obtient ce que vous avez devant vous.
Maintenant, il faut essayer d'avoir ici un 0, d'avoir ici un 0, d'avoir ici un 0. Pourquoi? Parce que la variable x1, donc elle va rentrer en base, donc elle va ici prendre la place de E3, d'accord? Et dans ce cas-là, il faut ici avoir la même colonne qui était associée à E3. La colonne qui était associée à E3, c'est 0, 0, 1, 0. Donc, on a obtenu ici un 1. Il faut obtenir ici un 0, il faut obtenir ici un 0, il faut obtenir ici un 0. D'après la formule qu'on a écrite tout à l'heure, pour obtenir ici un 0, on va faire la ligne. Ici, on va la noter ligne 1, L1, L2, L3, L4. Donc, on va faire la ligne 1 moins la ligne 3. Donc, pour avoir ici un 0, parce que ça va nous donner 3 moins 3. Donc, la ligne 1 moins la ligne 3, ça donne ici un 0. 6 moins 1, ça donne un 5. 1 moins 0, ça donne 1. 0 moins 0, ça donne 0. 0 moins 1, ça donne moins 1. Et 60 moins 30, ça va donner 30. Regardons, c'est ce que j'ai mis là. Donc, deuxième ligne. Ici, pour trouver un 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la ligne 2 moins 4 sur 3, la ligne 3. C'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Donc, ça veut dire, on va obtenir ici un 0. 3 moins 4 sur 3 fois 1. 0 moins 4 sur 3 fois 0. 1 moins 4 sur 3 fois 0. 0 moins 4 sur 3 fois 1. 45 moins 4 sur 3 fois 30. Ce qui nous donne ces valeurs-là. De la même manière, il ne faut pas oublier la partie que vous avez là. Alors, celui-là aussi doit devenir 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est la ligne 4. Ça, c'est la ligne 3. On va faire la ligne 4, la nouvelle ligne 4 égale l'ancienne ligne 4 qui est celle-ci, moins 50 sur 3, la ligne 3. Ce qui veut dire, on va faire ici, ça va devenir 30 moins 50 sur 3 fois 1, 0 moins 50 sur 3 fois 0, 0 moins 50 sur 3 fois 0, 0 moins 50 sur 3 fois 1, et 0 moins 50 sur 3 fois 30, ce qui nous donne les valeurs que vous avez ici. Ce qui nous a permis maintenant de trouver le second tableau du simplex. Et on va réitérer cette méthode du simplex puisque nous n'avons pas encore trouvé la solution optimale. Regardez au niveau de dans notre coût, nous avons ici, c'est vrai, un élément qui est négatif, mais il reste ici un élément positif. Du fait que nous avons un élément positif, notre tableau n'est pas encore optimal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a la possibilité de trouver une variable d'entrée. Donc, c'est la seule. Donc, ce n'est pas la peine de chercher le maximum entre les valeurs. C'est la seule. Le maximum, c'est la seule. Donc, voici ma variable d'entrée, c'est x2. Dès que j'ai trouvé x2, variable d'entrée, je vais essayer de chercher la variable de sortie. Donc, je vais utiliser cette colonne-là avec cette colonne-là. Et on va faire la division. On va faire la division entre 30 sur 5, 30 sur 5, 5 sur 5 tiers, 10 sur 1 tiers. Et je vais essayer de chercher celle qui me donne le minimum. Celle qui me donne le minimum va être la variable de sortie. Voyons ce qu'on a écrit. Déjà, la nouvelle solution de base, c'est x1. Donc, j'ai oublié de le notifier. La nouvelle solution de base, regardez les éléments qui sont ici, leur valeur est ici une par une. E1, c'est 30. E2, c'est 5. X1, c'est 10. Les éléments qui ne sont pas ici sont des variables hors base. Ça veut dire qu'ils sont des valeurs nulles. Ça veut dire quoi? Le X2 n'est pas là, donc sa valeur est 0. Le E3 n'est pas là, donc sa valeur, c'est 0. D'où l'écriture que vous avez devant vous. Nouvelle solution de base, x1 égale à 0, x2 égale à 0, E1 égale à 30, E2 égale à 5 et E3 égale à 0. Alors, le Z, nous avons ici un z égale à 500. Regardez, moins z égale à moins 500, ça veut dire que z égale à 500. Alors, comment on lit la solution? C'est moins z égale à plus 0x1, plus 40 sur 3x2, plus 0e1, plus 0e2, moins 50 sur 3e3, égale à 500. Or, on sait que le x2 c'est nul et le e3 c'est nul, donc z égale à 500. Alors, quelle est ma matrice AB1? D'accord? On suppose que matrice de base, la première matrice de base, c'est B1. Donc P1, c'est la première base, pardon. Et ma première matrice de base, c'est AB1. Comment la trouver? Regardez, voici comment vous devez faire. Donc AB1, on la trouve de la manière suivante.
c'est la nouvelle base lue dans l'ancien tableau. Alors, regardons. C'est quoi ma nouvelle base? Ma nouvelle base, c'est E1, E2, X1. Je dois revenir au tableau précédent et lire les colonnes E1, E2, X1. E1, E2, X1. Donc E1, donc c'est ma matrice AB1, ça va être 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et en troisième colonne, 3, 4, 3. Voyons, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 4, 3. C'est mon AB1. Alors maintenant, comment trouver son inverse? Donc, pour trouver son inverse, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Soit on utilise la formule 1 sur déterminant de la matrice transposée de la comatrice. Sinon, on utilise la méthode de Gauss. Cependant, ici, ce n'est pas la peine. On va chercher l'inverse directement. C'est l'ancienne base, dans le nouveau tableau. C'est quoi l'ancienne base? Regardons, on va revenir au premier tableau. L'ancienne base, c'est E1, E2, E3. On va la lire dans le nouveau tableau. E1, E2, E3. Donc, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et moins 1, moins 4 tiers, 1 tiers. C'est ce que vous avez devant vous. Et on remarque bien que la seule différence, c'est la dernière colonne ici. Alors, variable d'entrée. Voyons notre tableau encore une fois. Ici, variable d'entrée, c'est le x2 pour le 40 sur 3. C'est ce que j'avais expliqué. Donc, le 40 sur 3, c'est le maximum. Donc, la variable d'entrée, c'est x2. Variable sortante, c'est le minimum entre 6, 3 et 30, c'est 3. Donc, la variable de sortie, c'est E2. Et la valeur de la variable d'entrée, c'est exactement le 3. D'où viennent ces éléments 6, 3, 3? Revoyons notre tableau. Alors, on a dit, on divise 30 par 5, ça donne 6. Ici, 5 par 5 tiers, ça donne un 3. Et 10 par 1 tiers, ça donne 30. Donc, le minimum, c'est évident que c'est 3 et on trouve la variable de sortie. Dès qu'on a trouvé la variable de sortie et la variable d'entrée, donc on trouve le pivot. Et à ce moment-là, on va diviser la ligne du pivot par le pivot. Donc, on a trouvé le pivot. Donc, voici la variable d'entrée. Voici la variable de sortie. Ici, j'ai regroupé les calculs qu'on vient de lire. D'accord? Ça nous donne un pivot qui est là. Ce pivot-là, alors, on va l'utiliser. Donc, cette ligne-là, pour trouver le troisième tableau, on va diviser cette ligne-là, jusque-là, cette ligne-là par 5 tiers, ce qui revient à multiplier toute la ligne par 3 cinquièmes. Donc, ça va me donner 0, 1, 0, 3 cinquièmes. Et ici, moins 4 sur 5. Et ici, ça donne un 3. Donc, on vient de trouver la valeur. Alors, c'est ce qu'on trouve ici. Alors, maintenant, comme j'ai fait tout à l'heure, il faut avoir, donc, puisque le x2, il va remplacer le e2 ici, alors l'élément, la colonne du e2 va remplacer la colonne du x2 ici. Alors, puisque nous avons déjà obtenu ici un 1 en multipliant par 3 sur 5, maintenant, il faut trouver ici un 0, il faut trouver ici un 0, il faut trouver ici un 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour la première ligne, je vais l'appeler ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ligne 4. Donc, pour la nouvelle ligne 1, ça va être la ligne 1, moins 5 sur 5 tiers, la ligne 2. Toujours la ligne du pivot en deuxième position. Et ça va nous donner la colonne que vous avez là. La ligne, pardon, que vous avez là. Alors, voyons. Pour la ligne numéro 3, donc je vais faire la nouvelle ligne 3 égale la ligne 3 moins 1 tiers sur 5 tiers, la ligne 2. Elle me donne les valeurs que vous avez devant vous. Pour la quatrième ligne, qui est la ligne des coûts, alors, pour avoir ici un 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la nouvelle ligne 4 égale la ligne 4 moins 40 sur 3, le tout divisé par 5 sur 3, multiplié par la ligne 2. Donc, ça nous donne exactement le tableau que vous avez là. On voit bien maintenant que nous n'avons plus de coût super strictement à 0. Donc, ça nous permet de dire que nous n'avons plus la possibilité d'avoir une variable d'entrée. Donc, on ne peut plus améliorer
notre solution, notre solution du problème. Donc, notre solution est optimale. Donc, la solution optimale de base est exactement égale x. x1, c'est 9, x2, c'est 3, E1, c'est 15, E2 n'est pas là, c'est 0, E3 n'est pas là, c'est 0. La valeur de z avec une fonction objective égale z égale 540. Comment on doit lire cette ligne-là? Moins z plus 0x1 plus 0x2 plus 0e1 moins 8e2 moins 6e3 égale moins 540. Ça veut dire, puisque puisque E2 est une variable hors base et puisque E3 est une variable hors base, donc leur valeur étant nulle, donc ça me donne que moins z égale moins 540 et ça veut dire que z égale 540. Voyons ceci. Mais avant, voyons la nouvelle base. Donc, la nouvelle base étant donnée ici tout à l'heure. Donc, ça nous donne AB2, c'est quoi? Alors, AB2, comme on a dit tout à l'heure, c'est la nouvelle base lue dans l'ancien tableau. Donc, la nouvelle base, c'est quoi? C'est E1, X2, X1. L'ancien tableau, c'est celui-là. E1, X2, je répète, E1, pardon, E1, X2, X1. Donc, E1 étant là, X2, X1. Donc là-bas, c'est 1, 0, 0, 5, 5 tiers, 1 tiers, 0, 0, 1. Il faut respecter l'ordre. Donc ici, regardez, 1, 0, 0, 5, 5 tiers, 1 tiers, 0, 0, 1. Pour son inverse, comme tout à l'heure, c'est l'ancienne base lue dans le nouveau tableau. C'est quoi l'ancienne base? L'ancienne base, c'est E1, E2, X1. Alors, on va la lire dans le nouveau tableau. E1, E2, X1. E1, c'est là, E2, c'est là, et X1. Donc, le AB-1, AB1, AB2 moins 1, c'est 1, 0, 0. Moins 3, 3 sur 5, moins 1 sur 5, et 0, 0, 1. Ce qu'on trouve ici. Alors, puisque tous les coûts réduits sont négatifs, alors on ne peut plus augmenter les Z et par suite, la solution est optimale. On donne ici la solution, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et la dernière ligne, elle est lue de la manière que je vous ai dite, et ça nous permet de dire, puisque E2 et E3 sont des variables hors base, elles sont donc à valeur nulle, donc ça me donne moins Z égale à moins 540, ce qui permet de déduire que Z égale 540 et c'est la valeur maximale. C'est pour ça que j'ai mis ici Z max égale 540. Alors, matrice de base optimale. Est-ce qu'on peut trouver la matrice de base optimale directement à partir de la base initiale? Oui, c'est possible. Alors, la matrice de base optimale, c'est la base optimale dans le tableau initial. Regardons. La base optimale est en quoi? La base optimale, c'est E1, X2, X1. Revoyons le tableau initial. E1, X2, X1. Alors, E1, X2, X1. Donc, c'est 1, 0, 0, 6, 3, 1, 3, 4, 3. Vous la voyez? Elle est ici. Donc, la même méthode reste valable si je veux passer d'un tableau au tableau suivant ou d'un tableau vers un autre tableau. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, même du tableau initial vers le tableau optimal ou du tableau optimal vers le tableau initial, c'est toujours possible. L'inverse, c'est comme tout à l'heure, base initiale, lue dans le tableau final. Ici, donc le nouveau tableau, c'est le tableau final, l'ancien tableau, c'est le tableau initial. Donc, on prend la solution de base initiale, et c'était E1, E2, E3, et on la lit dans le tableau final, E1, E2, E3, donc E1, E2, E3, donc c'est 1, 0, 0, moins 3, 3 sur 5, moins 1 sur 5, et 3, moins 4 sur 5, 3 sur 5, et on voit bien que c'est ça ce qu'on a trouvé ici. Regardez. On peut juste remarquer une chose, c'est que ça, la méthode des simplex, ça peut être une méthode pour déterminer l'inverse d'une matrice. Alors, remarquons ici que le passage entre le tableau initial et le tableau final peut être déduit directement à partir des passages entre les différents tableaux. On voit bien que AB étoile,
Donc, la matrice de base optimale obtenue à partir du tableau initial est exactement égale à AB1 fois AB2 et que AB étoile moins 1, c'est AB2 moins 1 fois AB1 moins 1, ce qui est déjà logique parce qu'on sait que l'inverse du produit de matrice, c'est exactement l'inverse du deuxième multiplié par l'inverse du premier. Donc, cette formule-là peut être euh, efficace dans certains cas. Si jamais vous connaissez les deux matrices, vous pouvez déjà déduire la matrice optimale, la matrice AB étoile directement et vice-versa pour son inverse, bien sûr. Vérification du terme de droite. On sait bien que la solution optimale, elle devrait être réalisable, admissible, pour que le tableau soit admissible. Donc, on va calculer AB étoile moins 1 fois B. Donc, notre AB étoile, on vient de le voir, il est là. Multiplié par B, le B de départ, c'est 60, 45, 30. En faisant cette multiplication, on trouve 15, 3, 9 positif. Et c'est ce qu'on avait trouvé ici dans notre tableau. En voyant 15, 3, 9. Donc, c'est vérifié. Parce que ça, c'est juste une vérification. Donc, on va aussi vérifier les coûts réduits. On sait que la formule des coûts réduits est donnée ici, donnée en rouge. Alors, avec CH étoile, c'est CE2, CE3. N'oublions pas, revoyons, pour que ça soit très clair, revoyons le dernier tableau. Le dernier tableau, on voit bien que les variables qui ne sont pas ici sont E2 et E3. Donc, c'est E2 et E3 qui sont les variables hors base. Donc, c'est E qui sont ces variables-là. Donc, c'est elles qui sont les variables qui nous intéressent pour CH étoile. Donc, H étoile, elle contient E2 et E3. Donc, CH étoile, c'est le coût de E2 et le coût de E3. Le coût de E2 au départ, ici c'était 0, donc ça c'était un 0. Et le coût de E3 au départ, c'était un 0 pour notre cas ici. Mais on est maintenant en train de voir le cadre général. Pour CB étoile, on voit bien que, d'après notre tableau, la dernière base, c'est E1, X2, X1. Ça veut dire que ma base optimale, c'est c'est E1, X2, X1. Regardez. Donc ici, il est où? Alors là, c'est E1, X2, X1. Donc c'est ma base optimale B étoile. Donc ici, c'est B étoile. C'est le coût initial de E1. Je répète, initial. C'est le coût initial de X2 et c'est le coût initial de X1. Alors, pour AH étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends les vecteurs que nous avons. Donc, le E2, au départ, c'était 0, 1, 0. C'est la colonne associée à E2 dans la matrice. Et pour E3, c'était 0, 0, 1. Donc, on voit bien que nous avons toutes les informations pour trouver notre pH étoile. Notre pH étoile, donc, qu'est-ce qui manque? Il manque le AB étoile moins 1 qu'on a déjà déterminé. Donc, on peut faire ce calcul. Nous avons le H étoile, le AB étoile moins 1, le CB étoile et le CH étoile. Alors, par conséquent, nous savons que le premier, c'est 0, 0. Donc, les coûts qu'on a dit, c'est 0, 0. Ici, le CB étoile, le E1, il avait un coût, c'est 0. Le X2, il avait un coût différent, c'était un 30. Et X1, c'était 50. Donc, 0, 30, 50. Ici, le AB étoile moins 1, on le connaît. Le AB étoile moins 1, il est là. C'est celui-là. En le multipliant par 0, 1, 0 et 0, 0, 1, on trouve la matrice que vous avez devant vous. Regardez, c'est la même matrice, seulement on a enlevé la première colonne. Pourquoi? Parce que la colonne que vous avez là, c'est une partie de la matrice identité. Il lui manque seulement la première colonne. Et on pouvait faire le calcul directement et obtenir la matrice que vous avez devant vous. Après cela, en multipliant cette ligne par cette colonne, ça nous donne une valeur de 8. En multipliant cette ligne par cette colonne, ça nous donne une valeur de 6. Ça veut dire que notre pi, c'est h étoile, c'est 0,0 moins 8, 6, ce qui va donner exactement moins 8, moins 6, avec les pi pour les variables de base, c'est 0,0,0. Donc, c'est étant nul. Donc, on vérifie bien tout ce qu'on a vu au niveau de ce cours. Alors, mais
il y a une autre technique. On peut faire ça directement en utilisant, bien sûr, ce qu'on a déjà vu, mais on peut le faire directement et dire, premièrement, que les coûts réduits de chaque variable de base est nul. Donc, il n'y a rien à calculer. Qu'est-ce qui reste à trouver? Reste à trouver les coûts des variables hors base. Alors, les coûts réduits des variables E1, X2, X1 sont nuls. Alors, ici, E1, Px2 et Px1 égale à 0 parce que ce sont des variables de base optimales. C'est nul. Pour les coûts des variables hors base, on va supposer que pour chaque variable hors base, donc on suppose que W est une variable hors base, donc le coût, ça va être exactement égal à ça. CW moins CP étoile AW étoile. Alors, CW est le coût initial de W. AW étoile est la colonne associée à la variable W, d'accord, dans le tableau optimal. Et CB étoile, elle va désigner le vecteur des coûts initiaux, je répète, initiaux de la base optimale. Ça, c'est la base optimale, donc les coûts initiaux de cette base-là. Alors, on va voir sur l'exemple, qu'est-ce que ça va donner. Alors, ici, le coût réduit de la variable hors base ED est donné par pi E2 étoile, CE2 étoile, CB étoile, AE2 étoile. C'est la formule que nous avons ici. On va supposer que W, c'est le E2. D'accord? Nous avons deux variables hors base qu'on va essayer de traiter maintenant. Alors, CE2, c'est exactement nul, parce qu'au départ, le coût de E2, c'était nul. Alors, AE2 étoile étant moins 3, 3 cinquièmes et moins 1 cinquième, revenons à notre tableau pour le E2 étoile, le E2, et on va essayer de détecter la colonne associée. Alors, le E2 ici, il est où? Le E2, donc moins 3, 3 sur 5, moins 1 sur 5. Moins 3, 3 sur 5, moins 1 sur 5. Le CB étoile étant 0, 30, 50, on vient de le voir. On peut faire notre calcul. C'est 0, je viens de le dire, 0, moins le produit entre le vecteur et la nouvelle matrice, et l'autre vecteur. Donc, ça me donne la multiplication, moins 3 fois 0, 3 sur 5 fois 30, parce que c'est un produit scalaire, moins 1 sur 5 fois 50. On fait cette somme-là. D'accord? Et c'est 0 moins la somme que vous avez devant vous, ça nous donne moins 8. On voit bien qu'on retrouve exactement le coût de E2 associé au tableau final, qui est moins 8. Alors, pour E3, nous savons aussi que E3 est une variable hors base, donc on prend la même formule, mais au lieu de faire d'un 2, c'est E3 ici, E3, E3. Alors, pour le E3, revoyons le tableau final. E3, c'est 3 moins 4 cinquièmes, 3 cinquièmes. Alors ici, moins 3 moins 4 cinquièmes, 3 cinquièmes. Le coût de la variable de base, c'est 0,30, 50. On fait notre calcul, moins 3 fois 0, moins 4 cinquièmes fois 30, 3 cinquièmes fois 50. On fait cette somme-là, on trouve, c'est un 6, 0 moins 6, c'est moins 6, et on retrouve la valeur exacte du coût de E3 au niveau du tableau final. Donc, vous avez la possibilité soit d'utiliser la matrice, et son inverse, soit d'utiliser cette technique-là qui est une technique directe. On note aussi que le A2 étoile, le AE2 étoile et le AE3 étoile sont exactement les deux colonnes de la matrice AB étoile moins 1 fois H étoile, qu'on va noter A étoile, H étoile. Regardez, voici la colonne du AE2 étoile qu'on a détectée à partir du dernier tableau. Le AE3, le AE3 pardon, étoile égale à ça. Si vous les regroupez entre elles, vous obtenez celle-ci. C'est exactement H étoile étoile. Et quelle est cette matrice-là? C'est exactement votre matrice inverse multiplié par le AH étoile qu'on avait donné tout à l'heure. Donc, là, c'est la même technique, c'est juste l'approche ou l'utilisation des formules qui a changé un petit peu. Merci pour votre attention et à très bientôt.